Merci, Monsieur le député d'Arthabasca. Nous poursuivons toujours ce débat et je reconnais maintenant Monsieur le député de Saint-Jérôme. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, c'est une joie pour moi d'intervenir sur l'adoption de principe du projet de loi 7. Et je vous explique. Tant le projet de loi 3 que le projet de loi 7, le projet de loi 3 sur la transparence et la démocratie des syndicats, le projet de loi 7 sur la bureaucratie, l'efficacité, l'imputabilité, ça me semble des incontournables. Et puis, vaut mieux tard que jamais, Monsieur le Président. On ne boudera pas notre plaisir. On va certainement voter pour le principe du projet de loi 7. Alors évidemment, je parle pour moi, mais j'incite aussi mes collègues à le faire. Et du même souffle, parce qu'on est à l'adoption de principe, Monsieur le Président, je comprends que mes collègues des oppositions soulèvent des enjeux. Parce que on dit que le diable est dans les détails, ou alors que même si on a des bonnes intentions, c'est l'enfer qui est pavé, le voie de l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. Alors évidemment, il faut faire œuvre utile, il faut avoir une étude détaillée rigoureuse, il faut poser des questions. J'en suis. Mais néanmoins, j'aimerais quand même rappeler un principe qui, pour moi, m'apparaît fondamental. Il y a toujours des raisons qui sont évoquées pour éviter des fusions, pour éviter qu'un organisme disparaisse, qu'une loi disparaisse. C'est sûr qu'il y a de les résistances. Il faut se poser de bonnes questions. Idéalement, il faut avoir une espèce de consensus aussi, je pense que c'est important, sur les activités que le gouvernement mène, que l'État mène, en fait, plus largement. Quelles sont ses missions essentielles? Quelles sont les missions que l'État a un vrai avantage à produire, fournir ou garantir? Puis lesquelles sont peut-être intéressantes, mais on n'a peut-être pas tout à fait les moyens. Alors là-dessus, il me semble important, à tout le moins, puis je pense que ça va être ça aussi l'intérêt là, dans les discussions sur l'étude détaillée, qu'on se trouve des façons de voir quels sont les critères pour évaluer, et là, non pas l'efficacité, Monsieur le Président, même pas l'efficience, mais la pertinence. Que ce soit le gouvernement qui consacre temps, énergie, ressources financières et ressources humaines à certaines fonctions. Alors évidemment, d'emblée, je tiens à souligner un aspect qui me paraît très intéressant dans le principe de ce projet de loi, qui, j'espère, reviendra d'année en année, tel un omnibus, comme on en voit maintenant pour l'allègement réglementaire et administratif. On a vu ce matin le ministre en déposer un, donc je salue le projet de loi 11 aussi. Mais évidemment, dans celui-ci, si c'est un premier, tant mieux, mais je tiens à souligner que les lois modifiées par le projet de loi 7 sont au nombre de 78, que les lois abrogées sont au nombre de 3 et que les nouvelles lois créées par ce projet sont de 0. Même chose pour les règlements, décrets modifiés, 34, abrogés 3, les nouveaux qui sont créés, 0. Alors déjà, je pense qu'on va dans la bonne direction, Monsieur le Président. C'est pas comme si on n'en avait pas encore assez des règlements, des décrets et des lois. Au contraire. Fait que l'effet de réfléchir ensemble là-dessus m'apparaît très positif. Il y a dans l'objectif général de ce projet de loi différentes parties, puis j'attire l'attention quand même de l'Assemblée là-dessus. Ce projet de loi comporte différentes mesures, n'est-ce pas, permettant une réorganisation de structure et d'activité de l'État. Et pour moi, il y a une différence entre les réorganisations de structure, et le collègue de Marguerite Bourgeois en a parlé tout à l'heure, parce qu'on peut être sceptique parfois. On en a vu des réorganisations de structure, Monsieur le Président. Mais des réorganisations d'activités, alors là, oui, j'en suis, parce qu'il peut y avoir une réflexion justement sur la pertinence. Après ça, bon, on parle
d'autres aspects. Par exemple, assouplir les processus. Assouplir, ça me semble un peu vaseux comme terme. J'aimerais que ça soit simplifié, les processus, voire laisser tomber les processus qui ne sont plus pertinents, voire caducs. Bon. Mais on va assouplir. Bon, c'est positif, mais je demande à voir. Et favoriser la mutualisation des ressources. Alors là-dessus, je vais revenir, M. le Président, ainsi qu'un resserrement de l'imputabilité des hauts fonctionnaires. J'en ai pas vu tant que ça, des mesures par rapport à l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Et je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Alors évidemment, vous comprendrez, et c'était mon introduction aussi par rapport au projet de loi 3, mais en entendant le discours d'ouverture de cette deuxième session, M. le Président, on a vu une certaine volonté du gouvernement de montrer l'intérêt qu'il avait, tant pour l'efficacité de l'État, tant pour cette espèce de remise en question des missions qui sont poursuivies, et certaines peut-être moins essentielles. Alors moi, j'ai accueilli ça de façon très favorable, mais avec un doute. Là, je suis transparent avec vous, M. le Président. Ça arrivait un peu un an trop tard pour moi. C'est un peu ce que j'avais défendu à l'interne, puis évidemment, j'ai pas senti cette volonté-là. Alors, évidemment, comme je le dis, il vaut mieux tard que jamais. Je suis tout à fait content de cette volonté affirmée. Et je proposais, d'ailleurs, et pas seul, avec le chef d'un parti politique qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, 5 mesures qui, à mon avis, sont essentielles pour montrer qu'on se préoccupe effectivement d'efficacité de l'État. Et l'imputabilité des hauts fonctionnaires et des dirigeants d'organismes publics en faisait partie. J'irai beaucoup plus loin. C'est personnel, le principe est bon, j'irai beaucoup plus loin. Par rapport aux syndicats, c'était aussi mentionné. Donc, le projet de loi 3, on en parlait, mais davantage sur l'accréditation. C'est, il me semble, une mesure incontournable. Le projet de loi 3 va ailleurs. On va voir si le ministre a des ouvertures. Je voudrais quand même mentionner qu'on a réfléchi, notamment avec le Centre de productivité et prospérité au HEC et Robert Gagné, donc, qui est venu en consultation, sur les conditions de mutualisation. Est-ce que, nécessairement, dans les ministères, dans les organismes, c'est toujours gagnant? Bien, j'ai entendu, alors là, de mémoire, hein, je vais de mémoire, puis peut-être que la députée de Bellechasse me corrigera si elle a l'information, mais la ministre mentionnait dans une conférence de presse que les frais administratifs, la gestion des programmes au sein de l'État étaient relativement élevés. On parlait de 16 ou 18 %. C'est là où ma mémoire flanche, mais c'est effectivement élevé. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de réduire, par exemple, en nombre d'ETC, l'ensemble de la fonction publique, voire du service public? Fort probablement. Et on peut y penser de d'autres façons, M. le Président, mais par exemple, est-ce qu'au sein du système de santé, il y a des gens qui ne donnent pas des soins de santé, mais qui gèrent la liste d'attente? Poser la question, c'est un peu y répondre. C'est nécessaire quand il y a une file d'attente. Quand il n'y en a plus, évidemment, on s'évite ça. Donc, je pense qu'en termes de mutualisation, il faut réfléchir, puis là, c'est vraiment le principe, hein? Mais il faut réfléchir à avoir, d'une part, les bonnes conditions pour qu'il y ait des économies et les bons mécanismes pour s'assurer que s'il n'y en a pas, si ça ne donne pas les résultats escomptés, que se passera-t-il? Je fais une suggestion, M. le Président, puis c'est gratuit. Si la commissaire à la santé et au bien-être a une obligation d'aller chercher certains services administratifs de soutien auprès d'une autre organisation, bien, ça va peut-être permettre des économies. Et peut-être pas. Ou alors, ça va permettre des économies, mais on va perdre, par exemple, la proximité.
il va y avoir des problèmes de communication, on ne lui fournira pas exactement ce qu'elle souhaite. Bon, évidemment, on se retrouve dans une situation où, et c'est ce que M. Gagné nous disait, parfois ce qu'on perd, même en ayant des économies financières, c'est la qualité de l'information qu'on perd dans une mutualisation, puisqu'il y a différents services qui font des tâches similaires, mais pas nécessairement avec la même organisation, pas nécessairement avec les mêmes coûts. Donc, je pense que c'est la mesure de prudence qu'il faut garder. Par contre, sur la commission d'évaluation de l'enseignement collégial, par exemple, je pense qu'effectivement, l'évaluation de la qualité de l'enseignement collégial, elle est de facto faite, d'une part par les étudiants, mais d'autre part aussi, indirectement, par les employeurs, voire par les universités pour le pré-universitaire. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des façons de remplir cette mission-là sans avoir une commission d'évaluation d'enseignement collégial? Peut-être. Est-ce qu'il y a certaines fonctions qui demandent à être préservées? Peut-être aussi. Il faut être ouvert là-dessus. Je veux quand même mentionner que quand on parle, puis là c'est vraiment une question là, de compréhension de la mission poursuivie, mais quand on parle du Fonds des générations et du Fonds d'électrification, du changement climatique, dans les deux cas, M. le Président, ce sont des questions intergénérationnelles où on agit pour l'avenir et en fonction des générations qui nous suivent. Alors, il me semble qu'il y a, à tout le moins, une certaine parenté dans les fins qui sont rencontrées, si ce n'est dans l'intention poursuivie. Je mentionne quand même, puis là, ça c'est vraiment très particulier, mais parce que j'étais sur un mandat d'initiative sur la présomption du consentement pour le don d'organes, que pour ce qui est de Emma Québec et Transport Québec, non, ça passe pas. C'est l'exception à la règle. Enfin, quoi dire de plus, Monsieur le Président, sinon que il y a dans l'ensemble des projets de loi qui sont présentés régulièrement par le gouvernement, voire dans les règlements, parce qu'on ne les voit peut-être pas ici, mais il y a des consultations sur des règlements qui sont déposés, puis on a, dans le fond, dans la Gazette officielle, des publications, pré-publications. Ensuite, les gens peuvent réagir, que ce soit aussi, et d'ailleurs, au Conseil du Trésor, il y a certaines consultations sur les contrats publics. Ça a été lancé récemment. Bien, il y a plein de forums où je pense que certains principes devraient revenir de fois en fois. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on oublie peut-être trop rapidement que le gouvernement libéral a fait des fusions, et des regroupements et des abolitions de certains organismes en 2011? C'était un projet de loi copieux. Ça a été venteux pour eux aussi. C'était pas facile. Mais ils l'ont fait. On a aussi remis sur pied une commission d'évaluation, en fait de révision des programmes. Eh bien, la commission Robillard a rendu son rapport. On a un peu perdu, on dirait, cette expertise par la suite au Conseil du Trésor. Moi, je suis heureux qu'on se redonne des outils d'évaluation des programmes dans les faits et qu'on réfléchisse à la pertinence de ces programmes dans le domaine, disons, des compétences de l'État. Alors, je pense qu'il y a du bon, c'est le principe qui est bon, et dans le détail, on va s'y attaquer tous ensemble. J'espère que ce sera un travail productif avec une belle ouverture de la partie gouvernementale à d'éventuels amendements. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député de Saint-Jérôme. Alors, compte tenu de l'heure, nous allons suspendre les travaux jusqu'à 15 heures.